Tout a commencé par une fuite. Un document confidentiel, soigneusement caché dans les archives de Paris, fut soudain révélé. Sur la couverture, une inscription maladroite. Confidentiel, colonie d'Afrique, 1903. À l'intérieur, des chiffres glaciales. Chaque année, le Burkina Faso devait transférer à la France une somme colossale. Pas pour construire des écoles, pas pour nourrir les affamés, mais pour maintenir quelque chose d'invisible, une langue. Depuis plus d'un siècle, les Burkinabés devaient apprendre, signer, prier, déclarer des naissances dans une langue qui n'était pas la leur. Le français, une chaîne faite de lettres, une prison bâtie de grammaire. Mais le plus choquant n'était pas encore là. Dans un coin du rapport, une petite note griffonnée, le maintien du français dans les colonies n'est pas seulement culturel, c'est la garantie que les ressources continuent de couler vers Paris. Une tache d'encre noire, un aveu involontaire. Et soudain, le monde entier comprit, si la langue n'était qu'un outil, alors depuis 120 ans, qu'avait-on volé au Burkina Faso? Ibrahim Traoré lut ces lignes. On raconte qu'il serra si fort la feuille que ses jointures blanchirent. D'aucuns chuchotèrent. Il n'osera pas. Toucher au français, c'est un suicide politique. Car le français n'était pas seulement une langue, c'était un pipeline, un contrat, une banque, un tribunal, une loi. Le brisé revenait à couper toutes les structures que l'ancien pouvoir avait érigées. Mais Traoré fit l'inimaginable. Il ne choisit pas le compromis. Il ne choisit pas le silence. Lors d'un vol de retour de Moscou, il prit sa décision. Le français serait retiré de son statut de langue officielle. La nouvelle explosa comme une bombe. Paris fut sous le choc. Bruxelles s'indigna. Washington garda le silence, un silence semblable à l'œil du cyclone. Et les peuples burkinabés, ils éclatèrent en sanglots, ils s'embrassèrent. Une vieille mère murmura. Pour la première fois de ma vie, j'entendrai mon gouvernement parler ma langue. Mais une question glaciale restait suspendue. En coupant le français, le Burkina Faso allait-il tout perdre? Sans Paris, y aurait-il un avenir? Ou bien ce soulèvement serait-il écrasé dans le feu et le sang? Une petite fuite, une grande décision. Et l'Afrique trembla. Mettez-vous un instant à la place d'Ibrahim Traoré. Devant vous, un document qui prouve que, pendant 120 ans, votre pays a été contraint de parler la langue d'autrui pour exister. Que feriez-vous? Déchirer l'héritage colonial en affrontant tout l'Occident? Ou rester silencieux, laissant votre peuple vivre dans une prison de lettres? Et si vous étiez celui qui tient la chaîne à Paris, la serreriez-vous davantage? Ou desserreriez-vous l'étau face à la tempête qui monte d'Afrique? Laissez votre réponse en commentaire, car chacun de vos choix est le miroir de l'histoire. 120 ans, assez long pour transformer un enfant en vieillard. Assez long pour transformer un peuple en amnésique. Burkina Faso, autrefois appelé Haute-Volta. Un nom imposé par d'autres, une carte dessinée par d'autres. Et une langue enfoncée de force dans la bouche du peuple. Pendant plus d'un siècle, des écoles ont été ouvertes, mais uniquement en français. Qui ne comprenait pas? Laissé pour compte? Qui ne parlait pas couramment? Impossible de passer des examens, d'être fonctionnaire, de signer un contrat. Parfois même, impossible de déclarer la naissance de son enfant. Au tribunal, les jugements étaient rendus en français. À l'hôpital, les prescriptions étaient écrites en français. À la banque, chaque signature devait apparaître au bas d'un document en français. Et la vérité nue apparut, un paysan qui avait travaillé sa terre toute sa vie ne pouvait pas comprendre le contrat foncier qu'il signait. Un mineur mort au fond d'un puits dont la famille était incapable de lire l'acte d'indemnisation. Un enfant gardien de troupeau grandit dans la honte parce que sa langue maternelle était qualifiée de primitive. La langue n'est pas seulement des mots. La langue est un pouvoir, la langue est une porte ou une chaîne. Et durant ces 120 années, le français devint une chaîne qui liait les esprits, une chaîne qui transformait le savoir en privilège d'une minorité, une chaîne qui reléguait les langues locales au rang de murmures dans l'ombre. Imaginez, un enfant assis en classe, écoutant son maître expliquer liberté, égalité, fraternité, alors qu'il n'avait même pas la liberté de parler sa propre langue. Une génération entière, arrachée à l'âme même de son identité. Ce n'était pas de l'éducation, c'était la colonisation des esprits. Et tout cela fut maintenu par un mensonge habile. Le français est le chemin vers la civilisation. Mais quelle civilisation, si plus de 70% de la population ne savait pas lire un contrat de vente?
Quelle civilisation si toute une nation devait envoyer des milliards de dollars à l'étranger simplement pour conserver une langue étrangère? Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En seulement 10 ans, le Burkina Faso avait exporté de l'or, du coton, du manganèse pour une valeur totale de plus de 190 milliards de dollars. Mais la majorité des bénéfices tombaient dans les mains de multinationales qui signaient les contrats en français. Chaque clause cachée était une lame, taillant dans la chair du trésor national. Le peuple ne pouvait pas lire. Le gouvernement devait écouter des avocats étrangers traduire pour lui. Une farce qui dura un siècle. Et puis, au milieu des soupirs du passé, la question jaillit comme une malédiction. Si le français nous a transformés en esclaves dans notre propre pays, pourquoi continuons-nous à le parler tête baissée? Dans un village au nord de Ouagadougou, un vieillard de 90 ans murmura à un journaliste « Ils ont pris notre or. Mais la plus grande douleur, c'est qu'ils ont pris notre voix. Sans notre langue maternelle, nous avons perdu notre âme. » Ouais, tout un pays s'éveilla. La langue était devenue un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, un seul homme osa proclamer « Ibrahim Traoré rendra cette âme au peuple ». Mais à Paris, un rapport secret fut envoyé. Une seule phrase y figurait « Si le Burkina Faso abandonne le français, le système s'effondrera ». Le téléphone sonna au milieu de la nuit. Une voix française glaciale résonna à l'autre bout du fil. « Monsieur le Président, réfléchissez. Si vous abandonnez le français, vous perdrez tout. » Tout perdre. 2 mots comme une lame. Mais que signifiait tout? La réponse n'était pas dans les paroles, mais dans les contrats. Contrats d'exploitation aurifère, contrats pétroliers, contrats d'aide à l'éducation, tous rédigés en français. Chaque ligne, chaque point, un piège. Un avocat de Ouagadougou avait un jour avoué « Beaucoup de contrats que nous signons, le gouvernement ne les comprend pas entièrement. Car seul Paris maîtrise la loi, maîtrise la langue, nous sommes enchaînés dès le premier mot. » La vérité éclata. Tandis que le Burkina Faso engrangeait 19 milliards de dollars nets de ses ressources chaque année, la majeure partie retournait aux multinationales étrangères. 19 milliards de dollars, une somme suffisante pour reconstruire tout le système de santé, éradiquer la faim, envoyer des millions d'enfants à l'école. Mais ces milliards disparaissaient, dissous dans des clauses imprimées dans un alphabet étranger. Ibrahim Traoré avait compris. Sans briser les chaînes de la langue, jamais il ne briserait celles de l'économie. Puis vint le jour fatidique. Une salle de réunion poussiéreuse. Sur la table, un contrat pétrolier de 2,3 milliards de dollars. Les conseillers murmurèrent « Signez, sinon nous perdrons l'aide internationale ». Traoré prit le stylo. Toute la salle retint son souffle. Il parcourut chaque ligne en français, puis posa le stylo. Il ne signa pas. Il s'éleva, déchira le contrat sous les yeux des investisseurs français. Le bruit du papier déchiré résonna comme un coup de feu. L'assemblée fut sidérée. Un diplomate français balbutia « Monsieur, vous venez de commettre la plus grande erreur. » Mais Traoré répondit sèchement « La plus grande erreur, c'est d'avoir baissé la tête trop longtemps. » Cette scène, quelques secondes à peine, se propagea dans toute l'Afrique. On l'appela « le moment où les chaînes furent brisées ». Un geste minime, mais qui détruisit 120 ans de silence. Aussitôt, la pression redoubla. Le FMI avertit, si le Burkina Faso abandonnait le français, le budget s'effondrerait. L'Union européenne envoya un ultimatum. Réfléchissez bien à votre position internationale. Les multinationales de l'énergie retirèrent en bloc leurs représentants. Le pays entier trembla. La presse parisienne titra « Le Burkina Faso s'est suicidé ». La presse de Ouagadougou répliqua « Pour la première fois, nous respirons avec notre propre voix ». Et puis, entre ces deux vagues opposées, une lettre anonyme apparut sur le bureau de Traoré. Pas de signature, pas de CAO. Juste une phrase. La langue n'est que le début. Si vous continuez, ils viendront avec des armes. Si vous croyez que le courage de Traoré n'est pas seulement celui d'un homme, mais la voix de toute l'Afrique, laissez un commentaire dès maintenant. Nous sommes en train de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux. Ouagadougou. L'air était lourd, saturé comme avant un orage. Dans l'hémicycle du Parlement, la lumière jaune tombait sur des visages tendus. Des dizaines de députés se levèrent. Le vacarme des chaises qui s'entrechoquent. Un homme cria « Si nous abandonnons le français, le Burkina Faso perdra sa place sur la scène internationale. » Un autre enchaîna « Sans aide, le trésor sera vide. Qui paiera les soldats? Qui nourrira le peuple ?» Quelques applaudissements timides. Des murmures nerveux.
Les accusations fusèrent, toutes dirigées contre Traoré. On le traita de téméraire, de suicidaire politiquement. Mais dehors, dans les rues, un autre spectacle se déroulait. Des milliers de personnes se rassemblaient. Ils ne portaient pas d'armes, mais des drapeaux. Pas le drapeau français, pas celui de l'Union européenne, mais le drapeau du Burkina Faso. Rouge, vert, or, les tambours résonnaient. Ils scandaient « Plus de chaînes françaises ». Liberté en Morée, liberté en Dioula. Un fossé infranchissable, dans le Parlement la peur, dans les rues l'espoir. Traoré entra, sans uniforme, seulement vêtu d'un habit traditionnel de coton brut. Il marcha droit vers le pupitre, balaya du regard les visages tremblants. Sa voix, grave, chaque mot distinct. Ils disent que nous perdrons notre position internationale. Mais quelle position est plus grande que le droit de parler sa propre langue? Ils disent que nous perdrons l'aide. Mais quelle aide est plus précieuse que la liberté? La salle tomba dans un silence absolu. Seul le vent sifflait aux fenêtres. Alors, il sortit son téléphone. L'écran s'illumina. Au message anonyme. 7 mots, pas plus. Nous connaissons votre plan. Un silence glacé envahit la pièce. Quelqu'un allaita. Quelqu'un baissa les yeux. Et dans ce moment suspendu, Traoré leva la tête, fixa l'objectif des caméras en direct. Il parla lentement, comme pour le monde entier. Le Burkina Faso ne baisse plus la tête. La langue n'est pas un privilège des puissants. C'est l'âme des faibles, volée depuis trop longtemps. Les acclamations éclatèrent sur la place. Le peuple s'étreignait, en larmes. Une vague de foi emporta la foule. Mais à Paris, à Bruxelles, à Washington, des rapports d'urgence furent immédiatement transmis. Le Burkina Faso a franchi la ligne rouge. Dans l'ombre, des avions cargo décollèrent. Destination, inconnue. Objectif, indiciblé. Cette nuit-là, Ouagadougou s'enfonça dans l'obscurité. Toute la ville plongea dans le noir, sans avertissement, sans explication. Les habitants se regardèrent. Les lampes s'éteignirent. Les ventilateurs cessèrent. Les pompes à eau se turent. Dans le ciel, seule la lune froide brillait. Une rumeur se propagea vite. Quelqu'un a coupé l'électricité nationale. Une main invisible venait d'envoyer un message glaçant. « Nous vous observons ». Mais, au palais présidentiel, Traoré veillait encore. Il se tenait à la fenêtre, contemplant la capitale noyée dans le noir. Le téléphone sonna. À l'autre bout, une voix française, grave, chargée de menaces. « Monsieur le Président, arrêtez-vous. Si vous signez le décret, l'aide sera coupée. Les contrats internationaux seront annulés. L'armée aura faim. Le peuple se retournera. Et alors, vous serez seul. » La phrase resta suspendue. Un silence lourd, comme une lame prête à tomber. Mais Traoré ne répondit pas. Il raccrocha, se tourna vers ses gardes du corps, apportait la caméra. Une petite pièce fut vidée. Une table en bois. La lueur tremblante d'une bougie. La caméra installée face à lui. Pas d'uniforme, pas d'apparat. Juste un homme, vêtu de coton brut, le regard en feu. Il fixa l'objectif. Inspira profondément. Puis prononça 9 mots. 9 mots qui résonnèrent dans la nuit d'Ouagadougou. Better die standing than live on our knees. 9 mots. Court, mais lourd comme des obus. Court, mais assez puissant pour ébranler toute une nation. La vidéo fut diffusée en direct à la télévision nationale. Le peuple éclata en sanglots. Ils sortirent dans les rues, brandissant des torches, brandissant des drapeaux. Une vieille mère murmura « Pour la première fois, je crois que mes petits-enfants vivront libres. » Pendant ce temps, à Paris, une réunion d'urgence fut convoquée en pleine nuit. Les responsables jetèrent des dossiers sur la table. L'un d'eux cria « Si nous n'agissons pas, toute l'Afrique suivra. » Les ténèbres d'Ouagadougou étaient épaisses. Mais c'est dans cette obscurité qu'une flamme s'était allumée. Si vous étiez un dirigeant africain, face à cette nuit où Ouagadougou s'est éteinte, que feriez-vous? Signeriez-vous le décret pour libérer votre peuple, au risque de tout perdre? Ou céderiez-vous, conservant l'aide mais sacrifiant l'âme de la nation? Et si vous étiez à la place de Paris, verriez-vous dans ce soulèvement un appel au dialogue? Ou choisiriez-vous la force pour étouffer la flamme de la liberté? Laissez vos réflexions en commentaire. Votre réponse est un fragment du destin de l'Afrique. Paris, Bruxelles, Washington. Tous pensaient que le Burkina Faso n'était qu'un pion isolé. Un petit pays.
une pièce que l'on pouvait balayer d'un simple revers. Il n'avait pas prévu ceci. Ce que Traoré avait fait venait de réveiller tout un continent. Quelques heures seulement après qu'il eut prononcé sa déclaration en 9 mots, une nouvelle fracassante tomba sur les médias internationaux. Le Mali et le Niger, 2 pays membres du Sahel, annoncèrent ensemble leur soutien au Burkina Faso. La carte changeait en un instant. Le Burkina Faso n'était plus seul. 3 nations se tenaient côte à côte, traçant un bloc. L'AES, Alliance des États du Sahel. À Bamako et à Niamey, les foules descendirent dans les rues, scandant « Langue libre, souveraineté libre ». Pour la première fois, la flamme du Burkina Faso ne brûlait plus seule. Mais le choc le plus grand ne venait pas de là. Alger, la capitale de l'Algérie, fit soudain une annonce. Si le Burkina Faso le souhaite, nous imprimerons tous les manuels scolaires, livres de droit et documents officiels dans les langues locales, et nous les enverrons gratuitement. Veille, une puissance d'Afrique du Nord entrait dans la partie. Ce geste tomba comme un coup de massue sur Paris. La France ne perdait pas seulement une ancienne colonie, elle faisait face à un effet domino du Sahel au Sahara. Un analyste international s'exclama « Ce n'est plus l'histoire du Burkina Faso. C'est un défi direct à l'ordre post-colonial que la France a bâti depuis 120 ans. » À Ouagadougou, la foule scandait le nom de Traoré. Mais lui ne souriait pas. Il savait, plus d'alliés, c'était aussi plus d'ennemis. Et il avait raison. Un autre rapport fuitait. Des sociétés de sécurité privées européennes commençaient à décrocher des contrats pour protéger les intérêts au Sahel. En réalité, tout le monde comprenait c'était un avertissement. Un journaliste demanda à Traoré « Avez-vous peur s'ils envoient vraiment des soldats ?» Il resta silencieux un long moment. Puis il répondit simplement « Nous n'avons pas peur. Nous avons déjà trop vécu dans la peur. » Ces mots résonnèrent, alourdissant encore l'atmosphère. Car dans l'ombre, la rumeur grondait. Un plan d'intervention militaire était en préparation. Si vous étiez un dirigeant africain, voyant le Burkina Faso soutenu par l'AES et l'Algérie, que feriez-vous? Rejoindre l'Alliance, au risque d'affronter l'Occident? Ou rester en retrait, choisissant la sécurité, mais laissant passer l'opportunité? Et si vous étiez assis à Paris, regardant chaque fragment de votre ancien empire vous échapper, choisiriez-vous le dialogue ou tirer sur la gâchette? Laissez votre réponse en commentaire, car votre décision pourrait bien façonner le destin de tout un continent. Ce jour-là, à Ouagadougou, pas de feu d'artifice, pas de vin pétillant, seulement des tambours battant à l'unisson, des drapeaux claquant au vent et des milliers de mains levées. Sur la place, une foule immense attendait. Traoré monta sur l'estrade, sans uniforme, sans insigne. Il portait un habit traditionnel en tissu brut. Derrière lui, le drapeau de l'AES, imbibé de la sueur et du sang de 3 nations. Il parla lentement, chaque mot gravé dans l'air. Ils disent que nous manquons de compétences. Ils disent que nous avons besoin du FMI, de Paris, de Washington pour survivre. Mais aujourd'hui, avec nos propres mains, nous réécrivons notre destin. Notre langue maternelle ne sera plus considérée comme celle des inférieurs. Elle entrera dans les écoles, dans les tribunaux, dans les contrats, dans les manuels. La Banque du Sahel gardera l'argent. Mais cette langue, elle gardera l'âme de la liberté. La foule resta muette, puis explosa comme une tempête. Les cris s'enflammèrent, se propageant comme un incendie dans la savane. « Liberté, liberté !» À cet instant, un enfant brandit un livre neuf, imprimé en moré. Ses yeux brillaient. « Un enseignante murmura. Pour la première fois, j'enseigne dans la langue qui m'a vu grandir. » Oh, un jeune homme déclara « Le contrat minier, je peux désormais le lire, le comprendre et le signer dans ma propre langue. L'éducation, voilà le nouveau front. Car une nation n'est vraiment indépendante que lorsque la génération suivante apprend, pense et rêve dans sa langue. » Et c'est ce que Traoré voulait transmettre. L'indépendance, ce n'est pas seulement un drapeau flottant. C'est un chant dans une salle de classe. C'est une berceuse chantée par une mère à l'hôpital. C'est une sentence équitable prononcée au tribunal. La langue n'est plus une chaîne. Elle est devenue des ailes. Paris, Bruxelles, Washington peuvent réagir. Mais en face d'eux, il n'y a plus seulement un homme. Il y a un symbole, une flamme, une âme africaine qui se lève. Mettez-vous à la place du peuple burkinabé quand votre langue maternelle résonne pour la première fois à l'Assemblée nationale. Que feriez-vous? Et si vous êtes un citoyen du monde, témoin d'un peuple qui se relève après 120 ans de chaîne, resterez-vous silencieux ou partagerez-vous cette flamme pour qu'elle embrase le monde?
Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Mais surtout, gardons ensemble cette flamme vivante. Car ceci n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, c'est l'histoire de la liberté. À la fin, Traoré conclut son discours par une phrase courte, mais qui résonna comme un coup de tonnerre. « L'âme de l'Afrique, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. » La place fija un instant. Puis toute la foule répondit d'une seule voix. Un symbole venait de naître. Un nouveau chapitre s'ouvrait.